Samedi 7 mars 2009 à Couy, un petit village à quelques kilomètres de Bourges dans le Cher. Il est midi, Luc Amblard et Guy Bordenave préparent le déjeuner. Ce samedi midi, Luc et Guy, qui vivent dans leur petit pavillon de Couy, qui sont ensemble depuis 20 ans, invitent Marie-Laure, la sœur de Guy, à venir déjeuner chez eux. À 16 h, Marie-Laure prend congé. Tous les trois prévoient de se revoir dans la semaine. Pourtant, elle ne le sait pas encore, mais elle ne reverra plus jamais les deux hommes. Mardi 10 mars, 3 jours après le déjeuner, Marie-Laure, la sœur de Guy, commence sérieusement à s'inquiéter. Depuis 3 jours, Marie-Laure n'a plus aucune nouvelle, ni de son frère, ni du compagnon de celui-ci, et n'a aucune nouvelle du couple. Et cette situation n'est pas du tout normale. Marie-Laure Bordenave est très proche de Guy Bordenave, son frère. Ils ont des contacts très fréquents, ils s'appellent tous les jours, plusieurs fois par jour même. Ils ont vraiment un lien très fusionnel. Lorsqu'il ne l'appelle pas, c'est elle qui l'appelle et ils se voient quasiment tous les jours à titre personnel. Marie-Laure se fait du souci. Elle a beau laisser des messages à son frère, Guy ne la rappelle pas. Elle se dit, ce n'est pas possible qu'il soit parti sans m'en avoir averti au préalable. Elle se dit, bon bah là, j'appelle les gendarmes et je leur explique la situation. Donc elle les appelle et elle leur dit, voilà, je n'ai plus de nouvelles de Guy Bordenave et de Luc Amblard. Je les connais, je sais que ce n'est pas du tout leur façon d'agir. Et là, je n'ai aucune nouvelle. Est-ce que vous pouvez vous déplacer jusqu'à leur domicile pour voir s'il ne s'est rien passé? Et je vous rejoins. 1 heure plus tard, les hommes de la gendarmerie de Baugy sont les premiers à se rendre au domicile du couple à Couy. Marie-Laure, elle, n'est pas encore arrivée. À notre arrivée sur les lieux, l'habitation est fermée, elle est close. Et on constate qu'il n'y a aucune effraction sur les fenêtres qui sont toutes fermées. Les gendarmes frappent. C'est Amblard. Mais le constat est sans appel, la maison est déserte. Inquiets, ils essaient alors de forcer la porte d'entrée. Mais le maréchal des logis-chefs, Olivier Picot, décide lui de faire le tour de la maison. On décide donc d'entrer pour vérifier la présence ou non des occupants. À l'arrière de l'habitation, il constate qu'une porte-fenêtre est fermée mais non verrouillée. On arrive donc à pousser légèrement cette porte et à pénétrer dans la cuisine. À l'intérieur, il n'y a aucune trace de vie. Et pourtant, il y a un détail qui interpelle les gendarmes. Les radiateurs sont allumés. Donc on se dit, il y a eu une vie dans la maison, très récemment en tout cas. Autre certitude, la maison n'a pas été visitée par des cambrioleurs. Enfin, rien ne manque, que ce soit au niveau du matériel IFI, qui est quand même du matériel IFI de qualité. On retrouve des bijoux, on retrouve de l'argent d'ailleurs, on retrouve pas mal de choses. Et rien ne nous laisse penser qu'il peut s'agir d'un cambriolage. C'est à ce moment-là que la sœur de Guy, Marie-Laure, arrive. Et un élément a priori anodin va beaucoup l'inquiéter. On a effectivement ces tartines de pain qui sont posées à même la table, et puis on a par ailleurs une bouteille d'alcool vide et un verre brisé à côté. Et effectivement, la première chose qui l'a interpellée, c'est le désordre un petit peu dans la maison, puisque ce n'est pas du tout le style de Guy et de Luc. C'est-à-dire que jamais ils ne sortaient sans avoir fait la vaisselle, rangé leurs petites affaires, ce qui n'était pas le cas. Donc par rapport aux habitudes de Guy et Luc, quelque chose ne colle pas. Plus inquiétant encore, au même moment, dans la chambre du couple, quelque chose attire l'attention des gendarmes. Ils tombent sur une trace rougeâtre, sur une tête d'oreiller, dont ils se disent qu'elle pourrait être éventuellement du sang, mais c'est une tache qui est sur une surface relativement minime. S'agit-il du sang de l'un des deux hommes? L'oreiller est prélevé pour être analysé. Et ce n'est pas tout, c'est dans la salle de bain qu'un autre élément va particulièrement alerter Marie-Laure.
elle fait une découverte qui l'inquiète. C'est la trousse d'insuline de Luc Amblard. Il faut savoir que Luc Amblard est diabétique et donc il a besoin de son insuline et de s'injecter cette dose d'insuline plusieurs fois par jour. Sa vie en dépend. Marie-Laure Bordenave nous dit réellement qu'il ne se déplace jamais, mais jamais, sans cette trousse. S'il n'avait pris avec eux qu'une seule chose, ça aurait été cette trousse d'insuline. Les enquêteurs se disent à ce moment-là qu'ils ne sont pas face à un cambriolage ou quelque chose qui aurait mal tourné. Ils s'aperçoivent nécessairement que s'il y a eu un départ, il a forcément été précipité. On a du mal à comprendre dans quelles conditions. Et donc on n'a pas l'impression qu'on ait eu un départ qui était programmé en tout cas. Les deux hommes seraient donc partis dans l'urgence. Mais dans ce cas, pourquoi? D'autant que quelque chose ne colle pas. La Mercedes est toujours dans le garage. Il est difficile d'imaginer que les deux hommes aient pu partir sans leur voiture de leur domicile. Donc c'est quand même un point particulier, une disparition de personnes, mais leur véhicule est quand même dans le garage. Dès lors, les gendarmes envisagent plusieurs pistes. Les gendarmes, même s'il y a peu d'éléments sur place, laissant penser par exemple à une scène de crime, se disent quand même que cette disparition est inquiétante et les gendarmes vont rapidement prendre cette histoire au sérieux. Les enquêteurs tentent alors de fouiller la vie du couple pour peut-être trouver des indices qui pourraient les aider. Et une chose est sûre, dans le petit village de Couy, Guy et Luc ne passent pas inaperçus. C'est vrai qu'ils ont une belle voiture, ils roulent en Mercedes et ils ont souvent beaucoup d'argent liquide sur eux. D'abord, ils aiment les bonnes tables, ils aiment les sorties, ils aiment changer régulièrement de voiture, ils aiment partir en vacances et autant que possible en profiter un maximum. Voilà, dès qu'ils ont de l'argent, ça leur file entre les mains, rien épargné, tout dépensé. Les deux hommes semblent mener grand train, peut-être de quoi susciter des convoitises. Alors les gendarmes s'intéressent à la vie professionnelle du couple. Luc Amblard et Guy Bordenave sont des producteurs de spectacles et sont notamment propriétaires d'une société qui s'appelle Bourges Gala. Bourges Gala, effectivement, travaille dans tous les domaines du spectacle. Ça va aller du karaoké, au spectacle d'animation dans un supermarché, au spectacle pour les collectivités type spectacle de fin d'année. Ce n'est pas une grande structure, c'est une petite entreprise qui vivote localement. Au niveau des recettes, Bourges Gala bat un petit peu de l'aile et on a le sentiment que le couple flambe peut-être un peu plus qu'il ne devrait. Les enquêteurs sont surpris. Ces faibles revenus ne coïncident pas du tout avec le train de vie du couple. Les enquêteurs vont donc tout naturellement procéder à des investigations sur le fonctionnement de cette société et les éventuelles anomalies ou les éventuels éléments qui attireraient leur attention. Et ces investigations vont révéler une très grosse surprise sur l'un des deux disparus. Monsieur Amblard donc n'est pas inconnu de la justice. Il a même fait de la prison, alors on ne sait pas très bien pourquoi, pour des escroqueries, des arnaques à la TVA, on ne sait pas très bien. Les enquêteurs s'interrogent. Ce passé trouble serait-il la cause de la disparition du couple? Les deux hommes se seraient-ils fait des ennemis? Les enquêteurs vont penser à l'hypothèse d'un règlement de compte dans le cadre professionnel. Alors très vite, les gendarmes effectivement font un certain nombre de vérifications sur cette hypothèse-là. Mais cette piste ne donne rien. Les enquêteurs imaginent alors une autre hypothèse. La menace d'un règlement de compte les aurait-elle poussés à fuir? Peut-être que, de par ce passé, de par un certain nombre de personnes qui pourraient leur en vouloir, le couple a pris peur, pour une raison que les gendarmes à ce moment-là ignorent, et qu'il a voulu disparaître le plus rapidement possible. Et si jamais Guy et Luc se sont enfuis, il y a un moyen très simple de retrouver leurs traces. Pour tenter de savoir où sont partis Luc Amblard et Guy Bordenave, les enquêteurs disposent de mouchards, leur téléphone portable. Les gendarmes se disent, on va essayer d'analyser leur communication téléphonique, de voir s'ils se sont servis de leur téléphone portable depuis le samedi 16h, dernière heure à laquelle ils ont été vus vivants. Et on s'est aperçu que les derniers appels, que ce soit au domicile ou sur les lignes portables, remontaient au samedi en fin d'après-midi. Guy et Luc n'ont plus donné signe de vie après le déjeuner avec Marie-Laure. Qu'a-t-il pu se passer ensuite?
Pour le savoir cette fois, c'est dans les relevés bancaires du couple que les gendarmes vont se plonger. Et donc il va y avoir des investigations qui vont être réalisées et on va se rendre compte qu'il y a 2 retraits qui vont être effectués le dimanche soir. Luc Amblard a utilisé sa carte à 20h, puis à 20h15. Il a même tenté de l'utiliser une 3e fois, mais sa carte a été avalée par le distributeur. Monsieur Amblard donc, a retiré donc, des grosses sommes, 500 € et 400 €, en laissant le compte complètement vide. Peut-être le couple a voulu retirer un maximum d'argent pour disparaître. Mais surtout, il y a une chose qui interpelle les enquêteurs. Ces retraits n'ont pas été effectués dans le Cher, mais à 200 km du domicile du couple, à Paris. Seulement problème, le distributeur de billets n'est pas équipé en vidéosurveillance. Rien ne permet de savoir s'il s'agit de Luc Amblard lui-même qui utilise sa carte, si c'est Guy Bordenave ou si c'est une autre personne qui aurait eu en possession la carte et le code, puisque le code lui était nécessaire. Cela fait maintenant 4 jours que Luc Amblard et Guy Bordenave n'ont plus donné aucun signe de vie. Heureusement, un tout nouveau témoignage va donner une première piste aux enquêteurs. Jeudi 12 mars, les gendarmes reprennent le porte-à-porte dans le village de Couy. Et un homme va leur fournir une information capitale. On apprend par le voisin le plus proche du couple qu'il se trouvait à rentrer chez lui dans la nuit du samedi au dimanche aux environs de 2 h du matin. Et quand il est arrivé à son domicile, il a constaté de la lumière dans le domicile de ses voisins. Ça m'a étonné parce qu'ils se couchent de bonne heure en général. Ça ne correspond pas à leurs habitudes de vie. Et cette lumière au milieu de la nuit n'est pas le seul élément qui a intrigué le voisin. Ce qui l'a un peu plus intrigué, c'est la présence d'un fourgon blanc devant la maison. Je n'avais jamais vu ce fourgon blanc. Je ne peux pas vous donner de renseignements sur l'immatriculation du véhicule. Sur le coup, effectivement, le voisin ne note pas la plaque d'immatriculation puisqu'il n'y a rien qui lui pose question. Mais par contre, le lendemain, il se dit « Tiens, je vais regarder, est-ce que le camion blanc que j'ai vu la veille est toujours là ?» Et à ce moment-là, cette fourgonnette blanche a disparu. Qui sont ces visiteurs mystérieux qui étaient présents chez Guy et Luc le soir de leur disparition? Les gendarmes ont peut-être une idée. Une phrase dans la déposition du voisin attire leur attention. J'ai remarqué la présence de 2 ouvriers qui travaillaient sur la maison depuis 15 jours, et notamment le fameux samedi matin. Le samedi matin encore, ils travaillaient sur le chantier puisque le pavillon n'est pas complètement fini. Assez logiquement, les gendarmes vont entendre ces 2 ouvriers-là. Ils avaient accès à la maison, ils avaient accès donc aux personnes qui y habitent. Donc nous n'avons pas exclu la possibilité d'une éventuelle implication. Par ailleurs, le fourgon blanc qui a été aperçu devant la maison est un véhicule utilitaire. Les enquêteurs émettent alors une hypothèse. Attirés par le train de vie du couple, les 2 ouvriers ont-ils agressé Luc Amblard et Guy Bordenave? Dans les heures qui suivent, les gendarmes décident d'interroger les 2 ouvriers. Leur emploi du temps sera vérifié. On procédera également sur ces personnes à des relevés d'empreintes, mais également à des prélèvements ADN en vue d'une éventuelle comparaison par la suite. Les 2 ouvriers nient toute implication. Ils affirment d'ailleurs s'être présentés le lundi et avoir été surpris de trouver porte close. Les ouvriers disent aux gendarmes qu'en réalité, ils n'avaient aucun intérêt à tuer ces 2 personnes puisque le chantier n'était pas fini et qu'ils n'ont toujours pas été payés. Et ce n'est pas le seul élément qui innocente les 2 hommes. L'utilitaire des ouvriers n'est ni de la couleur ni du modèle qui a été aperçu le samedi soir. Cette piste abandonnée, les gendarmes doivent reprendre l'enquête à zéro. Ils décident alors de déployer les très grands moyens. Deux hommes vivant en couple dans un petit village du Cher, près de Bourges, sont toujours portés disparus ce soir, et cela depuis 6 jours. Vendredi 13 mars, les forces de l'ordre décident de faire appel à la presse pour lancer un avis de recherche. Les proches du couple
tentent alors de sensibiliser l'opinion publique, parmi eux, le neveu de Guy Bordenave. On ne sait pas s'ils sont vivants, alors on essaye de tenir coup, quoi. Puis on verra, quoi. En espérant qu'il leur ait rien arrivé, quoi. C'est un couple sans histoire. Sans histoire, ah ouais, carrément. Ils sont là pour aider tout le monde et je sais pas ce qui s'est passé, franchement. Aucune mauvaise fréquentation. C'était des gens adorables, adorables. En parallèle, 50 gendarmes sont déployés dans l'ensemble du département du Cher pour retrouver la trace du couple de Couy. À partir de ce moment, donc, on met tout en œuvre pour tenter de retrouver ces personnes. On utilise donc un hélicoptère, des chiens, des plongeurs, des militaires donc, à pied qui font des battues dans les forêts, autour des points d'eau. Cette campagne de recherche ne va pas porter ses fruits, c'est un petit peu chercher l'aiguille dans la meule de foin. Les gendarmes ne savent pas exactement par où partir, donc ils lancent des recherches tous azimuts, mais sans savoir exactement où chercher, bien évidemment. Il n'y a toujours aucune trace des deux hommes. Aucune trace des deux hommes. Mais un élément va attirer l'attention des gendarmes. Sur la commune de Bouleret, qui est donc assez éloignée de Couy, sont retrouvés dans un fossé, enfin en bordure de route, différents fragments, des morceaux de papier qui ont vraisemblablement été déchirés. À qui appartiennent ces papiers d'identité? Un seul moyen de le savoir. Là, à ce moment-là, les gendarmes vont effectuer un travail minutieux de recomposition de ces documents-là, qui sont vraiment émiettés, qui sont en centaines de petits morceaux, et les gendarmes vont reconstituer le puzzle. Les numéros identifiés vont nous permettre de déterminer qu'il s'agit d'un morceau du permis de conduire de M. Bordenave. Ils découvrent également des documents bancaires et un chéquier au nom du couple. À partir de là, les gendarmes se disent quelque chose cloche. On s'est tout de suite posé la question donc, de savoir pour quelles raisons ces papiers avaient été retrouvés donc, à 60 km du domicile de ces personnes, qui les avait déposés là et pourquoi les avoir déchirés. Pour les gendarmes, la piste criminelle se confirme peu à peu. Ils décident alors de retourner au pavillon de Couy pour passer la maison des disparus au peigne fin. Et ce qu'ils vont y découvrir est tout simplement horrible. Dès le lendemain, une équipe scientifique investit la maison de Couy, notamment pour rechercher d'éventuelles traces de sang qui auraient été nettoyées par les agresseurs. Pour cela, les enquêteurs ont une solution, le Blue Star. Le Blue Star, donc, c'est un produit qui va nous permettre de révéler des taches de sang qui ont été soit essuyées ou lavées. Ils passent donc l'intérieur du pavillon au peigne fin. Le principe du Blue Star est simple. Là où il y a des taches bleues fluo, c'est que du sang a été nettoyé. Et il ne faut que quelques instants pour que le produit réagisse. Et assez rapidement, les gendarmes se rendent compte qu'effectivement, il n'y avait pas qu'une seule petite trace de sang comme ils l'avaient découvert la première fois, mais bien une myriade de taches de sang que certains semblent avoir voulu effacer. On a des traces de sang dans presque toute la maison. Mais c'est dans le salon, à côté de la cheminée, que la réaction au liquide est la plus forte. Une tache de sang assez importante au niveau de la cheminée va être donc révélée. Ce qui laisse à penser qu'il y aurait eu bel et bien lutte ou au moins un ou plusieurs coups donnés à une ou plusieurs personnes. Et les gendarmes se disent que quelque chose de grave s'est passé, que ce flot de sang doit correspondre à des blessures importantes. Reste à savoir à qui appartient ce sang. Le sang qui a été retrouvé dans les différentes pièces est le même que celui qui avait été retrouvé la première fois au niveau de la tête d'oreiller. Il s'agit du sang de Guy Bordenave. La maison de Couy semble avoir été le théâtre d'une scène particulièrement violente. On a commencé à se dire, est-ce qu'ils sont encore vivants? Dimanche 15 mars. Cela fait une semaine que l'on est toujours sans nouvelles de Guy Bordenave et Luc Amblard. Ce matin-là, Marie-Laure, la sœur de Guy, appelle les gendarmes.
elle a quelque chose à leur raconter. Et cela concerne son ex-compagnon, un certain Claude Juillet. On dit ex-compagnon, mais Marie-Laure Bordenave et Claude Juillet continuent d'entretenir des rapports intimes et des rapports entre eux. Ils s'entendent bien, il n'y a pas de dispute ou de conflit entre eux. Alors que l'on soupçonne le pire, elle se souvient d'un détail qui va avoir son importance par la suite. Marie-Laure raconte aux gendarmes avoir reçu la visite de Claude Juillet. C'était le lundi suivant la disparition de son frère, et un événement l'a perturbée. Claude Juillet et Marie-Laure Bordenave sont chez Marie-Laure, ils viennent de finir de dîner. Claude Juillet prend son portefeuille pour noter des choses sur des papiers comme il a l'habitude de faire. Et il va laisser tomber de manière complètement fortuite 2 cartes bancaires. Claude Juillet fait tomber devant elle 2 cartes bancaires et elle a juste le temps de voir sur l'une d'entre elles inscrit le nom de la société Bourges Gala. Pourquoi Claude Juillet, son ex-compagnon, détiendrait-il la carte bleue de la société de Guy et Luc? Interrogé par Marie-Laure, il aurait tenté de la rassurer. Mais lui, bon, en quelques mots, très brièvement, va lui dire « Non, mais c'est rien. » Tu n'as rien vu, c'est pas ça. Tu t'es trompé. Elle ne surenchérit pas. Et la conversation est terminée. Dès lors, les soupçons vont légitimement porter sur Claude Juillet et le fait qu'il ait en sa possession les cartes de la société. Claude Juillet aurait-il un lien avec la disparition de Guy et Luc? Ou a-t-il simplement volé leur carte bancaire? L'homme va devoir s'expliquer. Dimanche 15 mars, les gendarmes se rendent au domicile de Claude Juillet. Les enquêteurs notent sa déposition. Il a 53 ans, il est intermittent du spectacle et dans le passé, il a été employé par Bourges Gala sur différentes animations. Il explique qu'il est lui aussi très inquiet de la disparition de Guy et Luc. Claude Juillet est interrogé notamment sur son emploi du temps de la nuit du samedi au dimanche. Et il nous explique qu'en fait, il est resté à son domicile, qu'il a regardé des DVD à la télé et qu'il s'est couché normalement, qu'il n'a pas bougé de chez lui. Les gendarmes décident alors de perquisitionner son domicile. On recherche le petit indice qui nous permettrait de relier Claude Juillet et les 2 disparus. Ça peut être des photos, ça peut être des clés, ça peut être tout et n'importe quoi. Et rapidement, les gendarmes vont faire une première découverte très intéressante. Et dans le cadre de cette perquisition, on retrouvera une grande quantité d'armes en tout genre. Des sabres, des arbalètes, des armes de poing, des fusils. Lui, Claude Juillet, reste de marbre. Et il répond que c'est de la décoration, qui n'en sert pas forcément, mais que c'est pour décorer la maison. Mais en continuant leur perquisition, les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Nous continuons donc la visite du domicile de M. Juillet et nous constatons bizarrement la présence dans son garage d'un fourgon blanc. Ils sont surpris puisqu'ils vont penser en fait à ce que leur a dit le voisin de Luc Amblard et Guy Bordenave, c'est que la nuit du 7 mars, il a vu un fourgon blanc du même type devant la maison du couple. Est-ce une simple coïncidence? Quand les gendarmes fouillent le véhicule, il n'y a plus de doute possible. Nous allons découvrir dans le vide-poche conducteur, donc du véhicule de M. Juillet, nous allons découvrir un porte-clés. Et il s'avérera par la suite que ce trousseau de clés ouvre le domicile de Luc Amblard et de Guy Bordenave. Les gendarmes n'en reviennent pas et la perquisition n'est pas encore finie. Le protocole veut que nous faisions également donc, tout ce qui est poubelle, conteneur poubelle. Dans la cour de l'habitation, on constate la présence d'une poubelle, on ouvre cette poubelle et simplement au fond de cette poubelle, on retrouve des colliers de serrage type Serflex, dont certains ont été découpés. Donc la présence de Serflex nous a tout immédiatement interpellés. Il est vrai qu'on peut utiliser ce type d'objet dans plusieurs domaines, le jardinage, mais aussi pour menotter quelqu'un. Grâce aux indices recueillis, cela ne fait plus de doute. Claude Juillet est mêlé à la disparition de Luc Amblard et Guy Bordenave. Mais de quelle manière? Claude Juillet est mis en garde à vue. Parallèlement à son interrogatoire, les enquêteurs vont tenter d'en savoir plus sur son passé.
Et dès les premières vérifications, ils vont se rendre compte qu'il n'a rien d'un enfant de cœur. Et il se trouve que Claude Juillet a eu affaire à la justice par le passé pour des braquages d'abord. Des braquages, des vols à main armée en région parisienne, 20 ans auparavant, quand il était jeune. La sanction a même été lourde. Claude Juillet a passé 8 années en prison. Pourtant, difficile d'en tirer la moindre conclusion. Les enquêteurs se rendent compte que son rôle était en fait extrêmement mineur. Dans le cadre de ces braquages qui étaient commis à 4 ou 5 personnes, lui faisait le chauffeur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été violent dans le cadre de ce braquage, il n'a jamais été avec les armes lui-même, c'est-à-dire qu'il il est resté dans la voiture et il faisait le chauffeur. C'est des faits qui remontent à plus de 20 ans, et pendant 20 ans, il n'a jamais fait parler de lui, quoi. Donc pour nous, c'est un point supplémentaire, mais ce n'est pas un point suffisant. D'ailleurs, Claude Juillet est formel. Il n'a rien à voir avec la disparition de ces deux hommes, à tel point qu'il décide de se taire. Lors de sa garde à vue, il n'a plus souhaité répondre aux questions, donc il a gardé le silence jusqu'à la fin. La garde à vue de Claude Juillet arrive à son terme, on sait qu'une garde à vue dure 24 heures maximum. Donc en accord avec le parquet de Bourges, il est remis en liberté dans l'attente de la poursuite de nos investigations. Les enquêteurs sont dans l'impasse. Ils n'ont rien pour incriminer Claude Juillet. Heureusement, un nouveau témoignage va venir relancer l'enquête. Le lendemain, un homme appelle les gendarmes. Depuis quelques jours, il a lu dans la presse locale beaucoup d'articles sur la disparition de Couy et il pense avoir des révélations importantes à faire. L'homme est gérant d'une station de lavage auto située à 50 km de Couy et il explique aux gendarmes avoir été le témoin d'une scène étonnante quelques jours plus tôt. Lui a entendu parler en fait de la disparition de deux hommes et il va dire aux enquêteurs que le dimanche, donc 8 mars, le lendemain de la disparition de Luc Amblard et Guy Bordenave, il a vu donc deux individus, dont un qui s'affairait à laver soigneusement un fourgon blanc, qui peut correspondre à celui de M. Juillet, et l'autre qui était avachi donc sur un tas de bois, qui le regardait. Le gérant de cette station de lavage constate donc qu'une personne est en train de laver ce véhicule et de manière très énergique. Il nous précise que l'individu nettoyait méticuleusement et l'intérieur et l'extérieur de son fourgon, chose qu'il a jugée inhabituelle pour ce type de véhicule. Il voit l'individu laver donc le fourgon pendant 45 minutes, chose très inhabituelle. Et l'attitude de ces deux personnages lui ayant paru particulièrement suspecte. Il note l'immatriculation de ce véhicule et lorsqu'il se manifeste auprès des enquêteurs, il va tout naturellement transmettre cette immatriculation. Les enquêteurs, à partir du témoignage du gérant de la station de lavage, vont faire des vérifications et ils se rendent compte que le numéro d'immatriculation qu'a relevé le gérant est le même que le fourgon en fait, de Claude Juillet. D'ailleurs, le gérant le reconnaît formellement sur une photo. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux. Ce témoignage est providentiel. Il vient confirmer leurs soupçons. Ils se demandent pourquoi ces deux hommes ont eu besoin un dimanche matin, vers 9 h, de nettoyer comme ça de façon assez minutieuse ce véhicule. Ils se demandent si les deux hommes en fait, n'ont pas voulu faire disparaître des traces compromettantes à bord de ce fourgon. Mais qui est ce deuxième homme? Et quel est son lien avec l'affaire? C'est la propre fille de Claude Juillet qui va leur apporter la réponse. Les enquêteurs le savent, le dimanche lendemain de la disparition de Luc Amblard et Guy Bordenave, Claude Juillet avait la garde de sa fille Solène, 13 ans. Les gendarmes décident donc de l'auditionner pour savoir si elle aurait remarqué quelque chose de particulier. Et dès le départ, le portrait que dresse Solène de Claude Juillet est on ne peut plus flatteur. Il est décrit par tout son entourage comme serviable, comme ne faisant pas parler de lui, travaillant. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Dans sa déposition, l'adolescente va ajouter un détail a priori anodin. Elle précise que son père l'a ramenée le dimanche soir à la Queue-en-Brie, vers 19 h 30, là où elle vit avec sa mère. Or, la commune se trouve à seulement 30 minutes de Paris. Et souvenez-vous, ce même soir à 20 h,
La carte de Luc Amblard a été utilisée pour retirer 900 € à un distributeur du 14e arrondissement de Paris. On a deux éléments. On sait donc que des retraits ont été effectués donc sur Paris vers 20h20, 20h30, que M. Juillet donc se trouvait à Paris, lui aussi dans les mêmes temps. À partir de là, les enquêteurs vont se dire on s'est peut-être trompé, c'est certainement pas Luc Amblard et Guy Bordenave qui ont effectué ces retraits en région parisienne, mais peut-être bien Claude Juillet. Le témoignage de Solène est capital, d'autant qu'elle ajoute une information de poids. La fille de Claude Juillet dit « mais on n'était pas tout seul avec mon papa, on était avec un très bon ami de mon père qui s'appelle Christophe Rayet. » Elle nous expliquera notamment que ce Christophe était présent tout au long du week-end, au domicile de son père. Les gendarmes se demandent si le deuxième homme qui accompagnait Claude Juillet lors du lavage du véhicule n'est pas Christophe Rayet. Un nouveau suspect vient donc de faire son apparition. Il devient urgent de l'interroger car cela fait maintenant 10 jours que le couple a disparu et les espoirs de les retrouver vivants s'amenuisent de jour en jour. Le mardi 31 mars 2009, près de 3 semaines après le début de l'enquête, Christophe Rayet est interpellé à son domicile dans les Landes. L'homme est aussitôt mis en garde à vue. Christophe Rayet est un homme de 39 ans qui est séparé de sa femme avec qui il a eu 2 enfants. Il vit dans les Landes, il a vécu de petits boulots. Christophe Rayet est un ami de longue date de Claude Juillet, ils se connaissent depuis plus de 15 ans. Claude Juillet, il a à peu près 15-16 ans de plus que lui. C'est le parrain de sa fille. Ils se connaissent depuis très longtemps. Au cours de l'interrogatoire, Christophe Rayet semble mal à l'aise et fragile. Les gendarmes sentent qu'ils peuvent le faire craquer. Il reconnaît donc très difficilement avoir été donc en présence donc de M. Juillet au cours du week-end du 7-8. Les enquêteurs l'assènent de questions et ils lui demandent ce qu'ils ont fait tous les deux dans la nuit du samedi. Dans un premier temps, il nie. Donc, il n'a rien fait, il n'a rien vu. Dans un deuxième temps, il dit que le soir des faits, il voit Claude Juillet partir avec une tierce personne à bord de son fourgon. Et d'un seul coup, au final, il finit par dire en fait, la tierce personne, c'est moi, quoi. Après un interrogatoire éprouvant de 2 heures, l'homme craque et se met à pleurer. Il continue à crier son innocence, mais admet connaître une partie de la vérité. Et c'est un récit incroyable que Christophe Rayet va livrer aux gendarmes. Tout commence au début du mois de mars 2009, lorsqu'un jour, Claude Juillet demande une bien étrange faveur à Christophe Rayet. Alors Christophe Rayet explique que Claude Juillet lui dit qu'il a un problème à régler avec Luc Amblard et Guy Bordenave. Donc il a besoin de quelqu'un pour l'épauler, éventuellement pour les impressionner. Et Claude Juillet en profite pour lui dire tu sais qu'il y a peut-être moyen de se faire de l'argent. Voilà, moi j'ai envie de faire ce casse quelque part, et puis bon, on va leur faire un peu peur, on va prendre l'argent, et puis voilà, l'affaire est terminée, quoi. Christophe a tout de suite accepté car il a des problèmes financiers. Alors vers 20h ce samedi 7 mars 2009, les 2 hommes sont montés dans le fourgon en direction de Couy. Ils emportent avec eux des armes, 2 fusils, et puis d'autres éléments, et notamment des colliers de serrage type Serflex. Et donc ils se présentent au domicile de Luc et de Guy, qui ne les attendaient évidemment pas. La porte s'ouvre parce que Guy et Luc savent très bien qui est Claude Juillet et son copain qu'ils ont déjà entreaperçu, Christophe Rayet. Ils rentrent à l'intérieur du domicile. Les autres n'ont aucune raison de se méfier. Guy et Luc n'ont pas de raison de se méfier. Ils discutent pendant pas mal de temps, ils boivent quelques verres. Tout va bien. Mais l'ambiance va vite tourner court, car très vite, Claude Juillet aurait réclamé de l'argent au couple. Claude Juillet commence à
se montrait effectivement de plus en plus insistant, savoir éventuellement s'il y a de l'argent, les comptes bancaires, qu'il faut le rembourser. Et à partir du moment où il n'arrive pas à ses fins et que Luc ne se montre pas plus impressionné que ça... Claude Juillet serait sorti du domicile, serait allé chercher des fusils au fourgon. Monsieur Bordenave, qui était encore assis, donc qui est encore assis à table, se lève, il s'inquiète, il se dit mais qu'est-ce qu'il me veut avec cette arme? Claude Juillet va immédiatement lui asséner un coup de crosse au visage pour le tempérer. Guy Bordenave saigne abondamment et c'est cette tache de sang que les gendarmes ont retrouvée. Donc on se dit alors donc, que ce que M. Rayet nous explique, c'est la vérité. Tout semble comme un puzzle effectivement se reconstituer. Le récit de Christophe Rayet continue et il explique qu'il aurait menacé Guy et Luc pour obtenir de l'argent. Il les aurait même menottés et bâillonnés. Ils ont essayé de découvrir un éventuel coffre-fort qui aurait pu être sur place, mais visiblement sans succès. De guerre lasse, finalement, ils ont fait pression sur le couple pour que ceux-ci se connectent sur leur ordinateur, leur montrent leur compte bancaire et puis leur donnent les codes qui permettent justement de retirer de l'argent via Internet ou en tout cas via les cartes bancaires par la suite. Il est maintenant minuit et pourtant le calvaire du couple ne fait que commencer. Le coup de crosse a fait saigner Guy, donc il va falloir quand même le soigner. Donc Christophe Rayet va aller avec Guy dans la salle de bain, une compresse sur l'arcade sourcilière qui a beaucoup saigné pour essayer de le soigner. Ils sont tous dans la maison, l'un d'entre eux est blessé, mais M. Juillet donc décide, malgré tout, d'attendre le petit jour pour quitter la résidence. Il a peur des contrôles routiers, il ne veut pas se faire contrôler. Donc ils décident, tous les deux, d'attendre 5 h du matin pour emmener les victimes. Les deux hommes sont conduits dans leur chambre à coucher. Christophe Rayet les installe dans le lit. Pendant ce temps, Claude Juillet nettoie les traces de sang et range le désordre. Christophe Rayet s'endort jusqu'à ce que le jour se lève. 5 h du matin, on fait monter tout le monde dans le camion, donc Guy et Luc, qui apparemment ne montrent aucun signe de résistance. Ils les montent donc dans le fourgon, partent du domicile du couple Amblard-Bordenave de Couy, en prenant la précaution de fermer à clé ce domicile, clé du domicile qui sera retrouvée par la suite par les gendarmes lors de la perquisition du fourgon. Claude Juillet est au volant de la camionnette. Le véhicule quitte le village de Couy, tandis que Guy et Luc sont assis à l'arrière, bâillonnés et ligotés. Et donc les gendarmes se disent, voilà, ça y est, on a trouvé, on va effectivement arriver à comprendre et pouvoir retrouver Guy et Luc. Sauf que Christophe Rayet explique que lui, effectivement, il est dans le fourgon, à côté de Claude Juillet, mais qu'il va être déposé sur une place à la Charité-sur-Loire. Claude Juillet le dépose et s'en va seul avec le couple Amblard-Bordenave. Christophe Rayet insiste alors pour dire aux gendarmes que son rôle s'arrêtait là et qu'il ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé par la suite. Et lui nous explique que pendant ce temps-là, il a attendu l'ouverture d'un café situé à l'entrée de la commune de la Charité et que dans ce café, il aurait acheté des cigarettes et bu un café. Il donne une description assez précise du patron du bar. Sur le bar, il a un peu plus de mal à donner la description. Il indique qu'il y a un comptoir sur la droite, mais qu'il a acheté des cigarettes, qu'il a pris un café, qu'il est ressorti ensuite du bar, qu'il a continué son chemin et qu'il s'est arrêté dans une boulangerie où il a acheté des chocolatines ou des croissants et puis une canette de Coca-Cola. Le récit de Christophe Rayet est très précis et détaillé. Et il n'en a pas fini pour autant avec sa déposition. Il apporte une ultime précision. Donc on est dimanche matin, il est à peu près 9 h. Monsieur donc, Juillet récupère donc Monsieur Rayet dans les rues de la Charité. Il monte dans le fourgon et là il se rend compte que Luc Amblard et Guy Bordenave ne sont pas là. Donc il demande à Claude Juillet ce qui s'est passé. Et là, Christophe Rayet explique une chose, c'est que Claude Juillet lui a dit qu'il les avait emmenés en forêt pour leur faire peur,
Mais bon, qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout va bien se passer et qu'ils ne porteront pas plainte. Christophe Rayé explique aux enquêteurs qu'il ne peut pas leur en dire plus. Ce qu'il s'est passé derrière, je l'ignore complètement. Pour moi, très certainement, le couple est encore vivant. En tout cas, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Christophe Rayé explique ensuite qu'après être allé à la station de lavage, il aurait jeté par la fenêtre du fourgon les papiers du couple, puis il serait allé à Paris pour retirer 500 et 400 € à un distributeur. La déposition de Christophe Rayé finie, les enquêteurs sont abasourdis. Ils ne savent toujours pas où sont passés Guy et Luc, mais ils ont désormais la certitude que Claude Juillet et Christophe Rayé les ont séquestrés et enlevés, à condition bien sûr que l'homme ait dit la vérité. Donc face à ce que nous dit Monsieur Rayé, on se dit on va se rendre à la Charité, on va faire des investigations, on va rechercher un petit peu les commerces dans lesquels il s'est rendu, et là, ça ne colle pas. Lors de son interrogatoire, Christophe Rayé a fait un plan de la Charité-sur-Loire, où il désigne précisément les commerces dans lesquels il s'est rendu ce dimanche matin, à commencer par la boulangerie. Seulement, quelque chose cloche. Personne ne va affirmer avoir vu Messire Rayé ce dimanche matin. Puis, les enquêteurs se rendent dans le bar où Christophe Rayé affirme avoir acheté des cigarettes et pris un café. Et là, c'est la surprise. Les vérifications permettent également de l'établir de manière formelle. L'établissement en question, ce dimanche 8 mars 2009, n'était pas ouvert et n'est jamais ouvert le dimanche matin, et que ce type d'établissement ne vend pas de paquets de cigarettes. Alors, pourquoi Christophe Rayé a-t-il menti? Que s'est-il réellement passé ce matin-là? « 1er avril 2009, Claude Juillet est interpellé une seconde fois à son domicile. Il est mis en examen pour l'enlèvement et la séquestration de Guy et Luc. Les gendarmes lui disent voilà, on va reprendre le cours de votre première garde à vue qui a été interrompue. Merci de prendre avec vous quelques affaires. Et là, Claude Juillet prend tout son temps. Et il va prendre effectivement beaucoup d'affaires, au grand étonnement des gendarmes, qui le voient revenir avec des gros sacs et beaucoup d'affaires de rechange. À ce moment-là, Claude Juillet semble savoir qu'il est parti pour plusieurs mois. Les enquêteurs lui relatent, dans les moindres détails, la déposition de Christophe Rayé. Mais Claude Juillet reste imperturbable. C'est un taiseux, il ne reconnaît rien, il est buté et il n'y était pas, il ne sait pas de quoi Christophe Rayé parle. Vraiment, les gendarmes se retrouvent face à un mur, d'autant plus que cet homme a déjà un passé judiciaire. Il sait un peu comment ça se passe en garde à vue et donc il fait de la résistance. Mais les gendarmes lui disent qu'ils ont recueilli des témoignages contre lui. Le gérant de la station de lavage, par exemple. Et Marie-Laure, qui l'a vu en possession des cartes bancaires du couple. L'étau se resserre à un moment donné, c'est trop serré, donc il se rend bien compte qu'il n'a pas d'autre solution. Claude finit alors par avouer certains fragments de l'histoire. Il admet que Christophe Rayé a bien passé la semaine à son domicile et il reconnaît qu'ils ont lavé ensemble le fourgon blanc le dimanche matin. Pour le reste, il nie tout en bloc. L'enquête est maintenant au point mort, sans aveu ni preuve matérielle, impossible pour les enquêteurs de savoir ce qu'il s'est passé et surtout de retrouver Guy et Luc. À ce moment-là, Christophe Rayé et Claude Juillet sont tous les deux en détention préventive, mais on ne sait toujours pas effectivement où est passé le couple. Heureusement pour les policiers, l'enquête va bientôt rebondir grâce à un nouveau témoin totalement inattendu. Mercredi 29 avril, le juge d'instruction Paul-Édouard Laloy reçoit une lettre. L'homme qui lui écrit explique qu'il a été le co-détenu de Christophe Rayé et qu'il a d'importantes révélations à faire. J'ai fait sa connaissance à l'occasion de promenade et très rapidement il est venu à me parler de son affaire. Il m'a dit qu'il avait été avec un ami pour aller récupérer de l'argent chez deux personnes, qu'il les avait séquestrés puis emmenés dans un fourgon. Le co-détenu de M. Rayé va faire état d'éléments que seuls pouvaient savoir les parties au dossier, à un moment où ces éléments-là ne sont pas connus de la presse et où il n'a pas d'autre moyen que par M. Rayé de les avoir appris.
Ce qui va intéresser le juge d'instruction, c'est de peut-être connaître enfin le dénouement de l'histoire. Et le juge ne se trompe pas, l'ex-codétenu de Christophe Rayet va révéler la tragique vérité. En bordure de la Loire, près d'un supermarché, ils ont été tués par balle et leurs 2 cadavres sont enterrés dans le sable. Ils souhaitaient qu'il pleuve pour effacer les traces. Luc Amblard et Guy Bordenave sont morts. Claude Juillet serait le meurtrier et au minimum, Christophe Rayet serait le témoin du crime. Et c'est à cause d'une incroyable erreur que la vérité va finalement éclore. Le juge le sait, s'il y a bien une personne qui peut à la fois expliquer quel a été le rôle de chacun et dire où sont exactement enterrés les corps, c'est Claude Juillet. Le juge d'instruction convoque Claude Juillet. Il a les lettres des détenus. Il en sait déjà beaucoup plus. Mais il n'a toujours pas les corps. Et là, c'est exceptionnel. Cet interrogatoire est exceptionnel. Car dès la première question du juge, Claude Juillet va se trahir par un simple mot. Qui sont Guy Bordenave et Luc Amblard pour vous? L'un était mon beau-frère, l'autre son ami. Le juge d'un coup s'interrompt et demande à Claude Juillet en lui disant « Mais pour une fois, pour cette fois, vous vous en parlez à l'imparfait, mais pourquoi sont-ils morts ?» À ce moment très précis, Claude Juillet réalise qu'il n'a plus le choix. Il doit dire la vérité. Et à ce moment-là, Claude Juillet répond « Ils sont morts. » Question du juge. Comment? Réponse. Enterrés vivants. Le 4 juin 2009 au matin, 3 mois après la disparition de Guy et Luc, les gendarmes se rendent sur le lieu du crime indiqué par Claude Juillet, là où il a enterré les 2 hommes vivants. Tout le monde est sur les bords de la Loire, à la Charité-sur-Loire. Et là, Claude Juillet va indiquer donc précisément où les corps ont été ensevelis. Du doigt, Claude Juillet indique aux enquêteurs une petite clairière en retrait du chemin. Il semblerait que depuis la végétation est repoussée. Pourtant, très rapidement, la macabre réalité va éclater. On commence donc à creuser après ces premières constatations. Et au bout de quelques minutes, une odeur donc nauséabonde apparaît immédiatement. On va creuser à peu près sur 30 cm et on va apercevoir déjà les crânes des victimes, quoi. Les gendarmes creusent, encore et encore. Mais les corps sont ensevelis bien plus profondément qu'il n'y paraît. On met vraiment tout notre cœur à l'ouvrage et on continue à creuser. On creuse pendant des heures. Finalement, après avoir déblayé plusieurs dizaines de kilos de terre, c'est une vision d'horreur qui s'offre aux gendarmes. Le couple Amblard-Bordenave va être retrouvé au moment de la découverte des corps, assis dans le trou, en position l'un face à l'autre, disposés de manière très symétrique. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, on voit ça que dans des films en fait. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancée. Ils ont donc encore les mains liées, l'un comme l'autre, et des bâillons sur les bouches. C'est vraiment stupéfiant de voir la barbarie avec laquelle ces 2 hommes ont été tués. Les gendarmes se tournent vers Claude Juillet. Ils savent que la profondeur impressionnante de la fosse ne laisse plus de doute quant à la préméditation du crime. Pour une ou 2 personnes qui creusent une telle fosse en sachant qu'il faut sectionner quand même des racines, je pense qu'il faut quand même plusieurs heures, quoi. Le plan macabre a été en fait minutieusement préparé plusieurs jours auparavant. Claude Juillet explique que le lundi, avec Christophe Rayet, on va repérer les lieux à la Charité-sur-Loire, et que le mardi, c'est le jour où le trou va être creusé. On passe d'un homicide volontaire à un homicide volontaire avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat. Claude Juillet,
explique alors ce qu'il s'est passé le jour du crime, après être parti de la maison du couple. Tout d'abord, selon lui, Christophe Rayet serait resté à ses côtés tout le temps. Alors le fourgon arrive dans la forêt, c'est le petit matin, le jour se lève à peine. Claude Juillet et Christophe Rayet descendent du fourgon, ils sont armés des fusils. Ils ouvrent la porte du fourgon et ils font descendre les deux victimes, Guy et Luc, qui sont à ce moment-là bâillonnés et qui ont les poignets attachés avec du serflex. Le trou a été creusé à l'abri des regards dans une petite clairière. Menacé par un fusil, le couple descend alors dans la fosse. Les deux, Guy et Luc, vont effectivement être positionnés dans le trou, chacun face à l'autre. Et puis, de la même manière, Claude Juillet explique qu'il se relaie avec une seule pelle pour reboucher ce trou, alors que les deux victimes sont encore vivantes. Incrédules, les gendarmes écoutent le récit d'une mort lente, aussi inhumaine que barbare. Claude Juillet explique qu'ils ont été conscients tous les deux jusqu'au bout, qu'il a mis à peu près 1h20 à reboucher le trou, et que pour que ça aille plus vite à la fin, il a mis de la terre entre les deux, il a recouvert la première tête, puis il a recouvert la seconde tête. La dernière chose qu'ils ont vue, c'est l'un en face de l'autre, avec de la terre qui les recouvrait au fur et à mesure, et avec un regard qui devait certainement tout dire en fait, et qui devait résumer toute leur vie. Luc et Guy, c'est un tout. Donc, Claude Juillet ne pouvait pas tuer Guy sans Luc. C'est le signe fort de leur amour finalement, puisque jusqu'au bout, ils seront restés ensemble. Ni l'un ni l'autre auraient pu abandonner l'autre. Ça c'est sûr, c'est-à-dire que Guy Bordenave était en parfaite santé. S'il avait voulu s'évader ou s'enfuir, peut-être qu'il aurait eu plus de facilité à s'enfuir que Luc Amblard, qui était malade et qui n'était peut-être pas en bon point. Or, il ne l'a pas fait, puisqu'à mon avis, il n'a jamais voulu quitter l'amour de sa vie. Après de tels aveux, une question se pose, une seule. Pourquoi avoir commis un crime d'une telle cruauté? S'agit-il d'un acte crapuleux? Homophobe? Y a-t-il une autre raison que ne connaîtraient pas les enquêteurs? C'est le procès qui va désormais devoir apporter des réponses. « 26 septembre 2011, 2 ans après les faits, c'est une audience très attendue qui s'ouvre dans la petite cour d'assises de Bourges. Le procès qui s'ouvre à Bourges est vraiment exceptionnel puisque on est face à une affaire où 2 hommes ont été enterrés vivants. On est vraiment face à une affaire hors norme. Dès le début des débats, les 2 hommes se rejettent les responsabilités. Claude Juillet a toujours dit qu'il avait commis ces faits, mais pas tout seul. Par contre, de l'autre côté, Christophe Rayet dit « Moi, j'ai participé dans une première partie, à savoir, je dirais, l'enlèvement, la séquestration, les retraits d'argent. Mais moi, j'étais pas du tout présent quand ces personnes ont été enterrées vivantes. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Ok, on n'a pas prouvé le fait que Christophe Rayet, ce matin-là, était à la boulangerie ou au café. On n'a pas prouvé le contraire. » Mais le véritable enjeu du procès est aussi de comprendre le mobile du crime. La véritable difficulté depuis le début de cette affaire, c'est que, après plusieurs mois, on sait ce qui s'est passé. Ces 2 hommes ont été enterrés vivants. Ils étaient conscients l'un et l'autre. On a enterré 2 hommes pendant 1h20, lentement. La raison, on ne la connaît pas. Christophe Rayet n'a qu'une raison pour expliquer son geste. Monsieur Rayet n'a toujours parlé que d'un seul motif, à savoir l'argent. Lorsque Claude Juillet s'avance à la barre pour se défendre, c'est un coup de théâtre. Contre toute attente, l'homme invoque le crime passionnel. C'est-à-dire qu'il a expliqué que Guy et Luc représentaient depuis toujours un obstacle à sa relation avec Marie-Laure et qu'il considérait que c'était le problème et que si le problème était réglé, il n'y aurait plus de problème dans sa relation de couple avec Marie-Laure. Claude Juillet dit qu'il aimait Marie-Laure Bordenave
et que Marie-Laure Bordenave aimait trop son frère. C'est ça l'explication, il n'y en a pas d'autre. Seulement, la cour est sceptique. On a du mal à imaginer en fait comment on a pu en arriver là. Et pour des raisons si futiles en fait. Pourquoi pour des raisons si futiles, on arrive à aller jusqu'à enterrer vivantes 2 personnes? Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne leur a pas tiré une balle dans la tête, il explique que ça aurait fait du bruit. Et lorsqu'on lui demande mais pourquoi ne pas les avoir assommés, il répond j'y ai pas pensé. Au bout de 4 jours d'audience, le verdict tombe. Faute d'avoir pu déterminer l'implication exacte de chacun, la condamnation est la même pour les 2 hommes. 30 ans de réclusion criminelle sans aucune peine de sûreté, un verdict beaucoup plus clément que les réquisitions de l'avocat général. Jugeant la peine beaucoup trop légère, les familles des victimes sont indignées, à commencer par la sœur de Guy Bordenave, Marie-Laure. 30 ans, pas assez, parce que nous, c'est à vie qu'on est condamnés. À vie sans notre frère et sans notre beau-frère. Nous, on est condamnés à vie, nous, par contre, sans les voir. Donc pour moi, c'est pas assez. Les 2 condamnés ont décidé de ne pas faire appel. Grâce au système de la remise de peine, Christophe Rayé peut espérer sortir d'ici 10 ans. Récidiviste au moment des faits, Claude Juillet, lui, ne devrait pas sortir avant une quinzaine d'années.